Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle Actu du Geek où on va parler de quoi? On va parler bien entendu de l'E3, de l'Extended Xbox Showcase, on va parler également finalement de l'E3 en général, on va parler aussi de l'E3 Nintendo, on va parler de jeux et je vais également revenir sur la question ou plutôt affirmation d'ailleurs de certains qui disent « Eh bien finalement cette next-gen elle est sortie trop tôt, elle n'aurait pas dû sortir en 2020, elle aurait dû sortir en 2021, pourquoi pas septembre, octobre, il y aurait eu plus de jeux, elle aurait été plus intéressante cette next-gen, ça veut dire la PS5, la Xbox Series X et S. » Eh bien moi je vais vous expliquer, selon mon avis à moi, pourquoi Xbox, PlayStation, Sony, Microsoft ont sorti leur console l'année dernière et pourquoi ils ne pouvaient pas le faire cette année en septembre, octobre. Je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer par le Xbox Showcase Extended, que j'ai vu bien entendu, comme pas mal d'entre vous, je présume. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était pas si mal que ça, c'était un bon complément en fait de la présentation Xbox classique à l'E3 qu'il y avait eu avant. C'est-à-dire que là, on a eu des jeux, mais on a eu également la partie développeur, la partie explication, un peu plus d'explications sur chaque jeu et quelques surprises dont je parlerai. Donc évidemment, on a eu du Forza 5, mais là, c'était exactement la même chose que ce qu'on avait eu dans la présentation d'avant. Quelques manettes colorées aussi, au passage. Mais par contre, j'ai trouvé très intéressant la présentation sur Anacrusis. Anacrusis, vous savez, ce multijoueur 4 joueurs coopératif. Ce jeu a été créé par le studio Stray Bombay, qui se situe à Seattle, qui a été créé, je vous rappelle, par deux personnes qui étaient dans le monde du jeu. Une qui était à Valve et l'autre qui travaillait pour League of Legends. Et donc, ils ont créé ce coopératif 4 joueurs, qui est un coopératif qui se situe dans les années 90. Enfin, en tout cas, c'est l'ambiance des années 90. Ce que j'ai aimé, c'est l'humour de la voix off. Ce que j'ai aimé également, c'est ce qu'ils nous ont présenté, c'est-à-dire la possibilité que le jeu s'adapte, en fait, en fonction de votre niveau. C'est-à-dire, si vous êtes assez mauvais, eh bien, vous allez trouver par exemple des potions de vie tout le long de votre chemin. Si vous êtes par contre très très bon, eh bien vous aurez beaucoup plus de mal à trouver ces potions qui seront cachées. Ce sera la même chose pour les ennemis. Les ennemis vont s'adapter en fonction de vous. C'est-à-dire si vous êtes excellent, une équipe excellente, eh bien vous allez vous taper des gros boss. Ils ont dit qu'il y aurait des grosses surprises de ce côté-là. Donc ça s'adapte à votre niveau, c'est assez intéressant comme concept, tout comme d'ailleurs votre façon de jouer. C'est-à-dire que par exemple vous jouez un combattant au corps à corps, mais dans le jeu vous montrez particulièrement adroit pour tirer les ennemis à distance, et bien vous allez trouver petit à petit des objets durant le jeu qui vont être des objets plutôt à distance, c'est-à-dire par exemple des objets de sniper. Ça s'adapte en fonction de votre façon de jouer. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, bien entendu il faudra voir ce que donne le jeu, à essayer. On a le droit à Stalker 2, bon les explications qui ont été données étaient plutôt classiques, il n'y avait pas de grandes surprises on va dire par rapport à la première présentation. On a eu le droit aussi à Age of Empires 4, là c'était plus intéressant, on connaît un peu plus les peuples qui vont être dans ce Age of Empires 4, dont Jeanne d'Arc, ils ont beaucoup parlé de Jeanne d'Arc, c'était assez intéressant, et de la guerre de 100 ans. Un grand moment avec Battlefield 42 où on pourra jouer à 128, imaginez, hein. Donc c'est du massif multijoueur. Ce jeu a l'air vraiment très très intéressant. On pourra monter bien entendu dans des véhicules, dans des hélicoptères, on pourra être en l'air, on pourra utiliser des, comme on a vu d'ailleurs dans le trailer, des ailes planantes. Il y a deux modes de jeu, le mode Conquest qui est le mode classique, vous allez conquérir un territoire, et un mode qui est beaucoup plus agressif, vous allez être en frontal, je pense dans une carte un peu plus petite, et où vous allez vous affronter tout le temps. Il y a d'autres modes de jeu d'ailleurs sur Battlefield 42, on verra ce que ça va donner lorsqu'il sortira. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce jeu, c'est la précision qu'ils ont apportée, c'est la tempête de sable qui va changer pas mal de choses, et surtout la tornade, où vous pourrez vous envoler dans la tornade, comme les appareils, d'ailleurs les hélicoptères, les chars et autres, tous les objets en fait. Et il y a la possibilité de détruire des parties de la carte, des parties de la ville en l'occurrence, comme par exemple avec un tank, vous pourrez détruire des bâtiments et autres. Les autres jeux ont été présentés comme Grounded, etc. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand ils sont revenus sur Halo multijoueur. Là aussi, c'est intéressant. Alors, le multijoueur, j'en parlerai parce que quand même, il y a beaucoup de jeux multijoueurs qui se profilent, pas que chez Xbox. Et je me demande quelle communauté va pouvoir occuper l'espace, parce qu'il faudra quand même une communauté forte sur chaque jeu multijoueur pour qu'il puisse vivre et même s'améliorer et grandir. Mais concernant Halo multijoueur, écoutez, c'est assez intéressant, en tout cas je l'essaierai aussi parce que ça a l'air très dynamique. Il faudra être aussi assez doué en dextérité, parce que par exemple, durant la démonstration, il y a un protagoniste qui arrive à shooter un autre, un ennemi en l'air. Je suis pas sûr de pouvoir le faire aussi facilement, mais voilà, c'est intéressant, on peut prendre des véhicules. Bon, il y a la conquête de drapeaux comme d'habitude. Bref, à essayer également. À noter qu'il y a également un mode Big Team Battle, le BTB comme ils appellent, ce sera 12 joueurs contre 12 et non pas 4 contre 4 habituellement. Pour finir, ils ont terminé la conférence par une démonstration de Scarlet Nexus.
C'est assez marrant parce que Scarlet Nexus, alors ça n'a rien à voir, mais la ville qu'il a présentée, telle qu'il l'a présentée, ça m'a fait penser à Night City de Cyberpunk. Alors certes, Night City est beaucoup plus futuriste, mais c'était un peu la même ambiance, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les bâtiments un peu quand même futuristes pour certains. C'est un mélange de Tokyo et d'autres villes. Il a mélangé un peu tout. Il a agrandi, certes, par exemple l'antenne de Tokyo qui fait 33 mètres, il l'a agrandi démesurément. Enfin bref, ça donne une impression un petit peu comme Night City. C'est assez intéressant à voir. Le jeu en lui-même, on verra quand il sortira. Mais bien entendu, avant de passer à la suite, le 3 de Nintendo, je ne pouvais pas oublier la présentation qui nous a été faite. Une présentation qui m'a fait dresser de façon totalement subjective, et je l'avoue, les poils sur les bras. Et oui, c'est la présentation de Hellblade 2 de Ninja Theory. Alors c'est plus un trailer où ils nous ont présenté les lieux où ils ont filmé, en Islande en l'occurrence, où ils ont montré un peu des démonstrations de combat, etc. etc. Mais c'est pas grave, l'ambiance était là. Je trouve que vraiment ce jeu a une ambiance particulière, une ambiance décalée. Vous savez, c'est un peu comme Ori. Ori, c'est une ambiance décalée, particulière, très féerique. Et bien c'est des jeux comme ça qui me plaisent énormément parce qu'ils ont leur univers qui est vraiment fort, qui est vraiment marqué. Donc Hellblade 2, je l'attends avec impatience. J'espère que vous aussi. Il ne plaira pas à tout le monde, bien entendu. Le premier n'avait pas plu à tout le monde. Mais je suis sûr que le deuxième, pour ceux qui ont apprécié le premier, sera une folie. En tout cas, je l'espère. Alors, côté Nintendo, alors écoutez, je vais être tout à fait franc avec vous, et donc vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne suis pas un spécialiste de Nintendo, loin de là. J'ai une Switch, c'est pas ma première Nintendo, mais ça faisait un moment que je n'étais plus avec Nintendo, et donc j'ai racheté une Switch l'été dernier, en 2020 en l'occurrence, et j'en ai profité, en l'occurrence sur Zelda, Breath of the Wild, j'ai également joué à Divinity, j'ai joué également à Crash Bandicoot, bref, à quelques jeux comme ça, mais je ne suis pas un grand spécialiste de l'univers de Nintendo. Donc la présentation déjà, c'est assez surprenant parce que quand vous n'êtes pas habitué à Nintendo, c'est une présentation très japonaise. Donc avec des codes très stricts, les jeux défilent à toute vitesse, c'est assez étrange pour quelqu'un qui est habitué à des présentations occidentales type Xbox ou PlayStation par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, loin de là, loin de là. Ça veut dire que c'est différent. En termes de jeu, écoutez, moi je peux difficilement juger si elle était vraiment bien ou pas, cette conférence Nintendo. Ce que je peux dire, c'est que j'ai remarqué quand même quelques jeux qui m'intéressent. Le premier qui va arriver d'ailleurs, c'est Life is Strange. Alors il y a un remaster et Life is Strange True Color, comme j'en ai parlé, d'ailleurs qui va arriver sur Xbox et ailleurs. Eh bien écoutez, ce jeu-là, c'est un Square Enix, ce jeu-là m'intéresse fortement sur Switch. Et je vais m'expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est le type de jeu qui est parfaitement adapté pour Switch. C'est peut-être même le meilleur support qui existe pour ce type de jeu. C'est un point and click, je vous rappelle, Life is Strange. Et donc l'intérêt de la Switch, qui bien entendu a un écran tactile, qui a un écran qui est réduit, mais pour un jeu comme Life is Strange où tout est clair parce que c'est assez épuré, on va dire, en termes de dessin, eh ben c'est nickel. Et je pense que c'est un jeu qui va parfaitement se jouer sur Switch, et donc c'est très intéressant d'avoir ce type de jeu sur Switch. On a eu un tas d'autres jeux, bien entendu, comme Metroid, comme Marvel, les Gardiens de la Galaxie, etc., etc., mais il n'y a rien qui m'a vraiment hypé, je vais dire, qui m'a vraiment claqué la rétine, comme on dit. Par contre, Project Zero, la prêtresse des eaux noires, là oui, je dois avouer que ça m'a intéressé. C'est un jeu d'horreur, bien entendu, assez psychologique. Eh bien écoutez, je regarderai ce que ça vaut, je ne sais pas ce que vous en avez pensé si vous avez regardé la conférence de Nintendo, mais je pense que ça peut être assez intéressant également de jouer sur ce type de jeu sur Switch, en l'occurrence, ça s'y prête je pense assez bien. Un autre jeu auquel j'avais joué sur PS4 à l'époque, PS4 Pro bien entendu, Strange Brigade. Et oui, la Strange Brigade revient ou arrive sur la Switch en l'occurrence, eh bien c'est tant mieux, je trouve ça très très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce jeu, c'est un jeu un petit peu décalé par rapport à ce qu'on connaît, mais c'est un jeu qui est vraiment bien. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ce jeu, mais si vous aimez ce type de jeu, n'hésitez pas, Strange Brigade, moi personnellement j'ai pas mal aimé. À côté de ça, on a eu également une extension de Doom qui a été présentée sur Switch. Je trouve que ça passait assez vite parce que côté technique, c'est quand même pas si mal que ça d'avoir mis Doom Eternal, bien entendu, et Doom Eternal, l'extension, une extension sur Switch, qui, je vous rappelle, n'est pas un monstre de puissance. Et à la fin, on a eu bien entendu un gros volet sur The Legend of Zelda, dont une courte présentation de Breath of the Wild 2, celui que j'attends avec impatience. Le premier, c'était juste magnifique. Si vous n'y avez jamais joué, écoutez, si vous avez une Switch, en l'occurrence, achetez-le, parce que vraiment, c'est un très très beau RPG. L'histoire est sublime. Je dirais qu'il est parfaitement adapté également pour la Switch, c'est-à-dire que c'est des dessins épurés mais efficaces. Le contexte, l'univers est efficace, ça vous plonge parfaitement dans l'univers de Zelda, vous y êtes sur Switch, vous avez la liberté totale, vous pouvez looter, votre personnage va grandir, c'est un vrai RPG avec une vraie histoire, il y a de l'humour, bref, c'est un très très grand jeu sur Switch et je vous le conseille vivement et donc le 2 j'attends avec impatience.
Alors venons-en à la question principale, est-ce que cette next-gen finalement n'est pas sortie trop tôt? Parce que c'est vrai que si on regarde, en novembre 2020 en l'occurrence, il n'y avait pas énormément de jeux. Oui, il y en avait un peu plus sur la PS5, mais il faut même reconnaître que sur PS5, chez PlayStation, il n'y avait pas pléthore de jeux quand même. Et donc certains ont dit, bah oui, on est déjà en juin, regardez les jeux qu'il y a, il n'y en a pas énormément. Xbox, il y en a eu peu sur la Xbox Series X et S qui sont sortis finalement depuis, qui sont un peu plus spécifique à ces machines. PlayStation, il y en a eu un peu plus, mais pas énormément. Et donc, ce qui s'annonce avec cette E3, il y en a quand même quelques-uns, hein, il ne faut pas non plus le négliger. Il y a pas mal de jeux, même qui vont arriver dans le Game Pass en l'occurrence, qui vont arriver pour Xbox Series X, S, PC, bien entendu. Pour la PS5, il y en a qui vont arriver, on le sait déjà, et peut-être qu'il va y avoir une conférence PlayStation qui va confirmer ça et qui va en rajouter. Ceci dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les consoles étaient sorties septembre, octobre ou novembre 2021, ben finalement on aurait eu beaucoup plus de jeux et ça aurait beaucoup plus intéressé nombre de joueurs. Ben déjà ils pouvaient pas. Et pourquoi ils pouvaient pas la sortir plus tard? Parce que déjà les consoles c'est tous les 7 ans comme vous avez vu, donc c'était 2020, c'était un peu la date. Mais surtout, la conception de la console avait démarré bien avant. Puisqu'en 2019, rappelez-vous, fin 2019, on avait les caractéristiques, début 2020, on avait les caractéristiques des deux consoles. Et si on avait attendu 1 an et demi pour les sortir, eh bien, elle serait, je dis pas obsolète, mais un peu vétuste. C'est-à-dire que le RDNA 2, on va être en RDNA 3 très bientôt, hein, chez AMD, normalement. On va être en Zen 4 bientôt aussi. C'est-à-dire que toutes les spécificités, puis peut-être en 5 nanomètres, toutes les spécificités qu'ils ont construites autour du 7 nanomètres, RDNA 2, je vous rappelle, eh bien, ce serait obsolète, ce serait un peu dépassé. Or, lorsque, en début 2020, je vous rappelle, on a eu la fiche technique de ces deux consoles, on a été tous enjoués par la puissance qu'elle nous promettait pour le prix qu'on prévoyait. Bien entendu, c'est pas un gros PC, mais même pour un PC, on va dire milieu de gamme, eh bien à l'époque, je rappelle, à l'époque, elles étaient des concurrentes sérieuses. Si jamais ces consoles étaient sorties 1 an plus tard, avec l'arrivée, je vous rappelle, de RTX 3000, RX 6000, bon, on n'en voit pas beaucoup la couleur, je suis d'accord avec vous, mais quand même, et bientôt, en 2022, je vous rappelle, RTX 4000, normalement, et puis la suite, évidemment, pour les RX, eh bien là, elles auraient pris un coup de vieux, comme on dit. Donc, il fallait pour Sony et Microsoft sortir au plus tôt leur console. De toute façon, ils ne pouvaient pas attendre non plus, parce qu'ils étaient en chien de faïence, hein. Vous savez, c'est marrant, parce que vous êtes sur la chaîne Le Bon, la Brute et le Geek. Regardez Le Bon, la Brute et le Truand. À la fin, vous voyez un combat, une espèce de duel à 3, et bien là c'est un duel à 2 en l'occurrence, pour savoir qui allait tirer le premier, et à un moment donné, quand vous êtes face à face, eh ben, il y en a un qui dégaine quoi. Impossible d'attendre plus longtemps, il y en a un qui va dégainer forcément. Et donc Microsoft ne voulait pas reproduire l'erreur qu'il avait fait durant la Xbox One, où ils avaient parlé en premier, et rappelez-vous, PlayStation était arrivé après et avait annoncé la console 100 € de moins, donc Xbox a assuré le coût, c'est-à-dire a diminué au maximum le prix de sa Xbox Series X, en l'occurrence, et sa Xbox Series S. PlayStation s'est aligné ensuite, probablement, donc ils ont aligné le prix. De plus, tout le monde parlait également des RTX, AMD allait également proposer ses cartes graphiques. Je pense que Microsoft et Sony se sont dit non, on ne peut pas attendre, on va tout de suite sortir nos consoles. Elles étaient prêtes. Or, je vous rappelle un autre élément important, les usines de production PS5, Xbox Series X et S étaient prêtes, puisqu'elles ont tourné en l'occurrence durant l'été. Donc elles étaient prêtes. Ne pas faire tourner des usines, ça coûte très cher. Elles étaient prêtes, il fallait qu'elles tournent. Et si elles tournent, elles allaient produire du stock. Vous allez me dire, ça aurait été très bien d'avoir du stock. Si c'était sorti en 2021, ça aurait été génial, on aurait eu plein de stock et tout le monde aurait pu l'avoir. Peut-être, mais du stock, ça coûte immensément cher aux entreprises. Les entreprises tournent à flux tendu, comme on appelle, c'est-à-dire dès qu'il y a du stock, ils s'en débarrassent, ils le vendent. Ça fait rentrer, bien entendu, l'argent dans les caisses et ils peuvent ainsi continuer à produire. Si ça reste dans un entrepôt, eh bien, ils vont perdre de l'argent tous les jours. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça non plus. Et puis, il fallait hyper aussi les développeurs. C'est-à-dire que les développeurs, s'ils ne voient pas de console avant 1 an, ils n'allaient sûrement pas développer sur ces consoles. Alors, ils allaient le faire tranquillement, vous allez me dire. Mais dans ce cas-là, vous n'auriez pas eu tous ces jeux qui sont sortis, seraient sortis plus tard. Et on serait arrivé, selon moi, à la même situation. De toute façon, les générations précédentes, oui, il y avait peut-être un petit peu plus de jeux, mais je pense quand même qu'on embellit un peu la situation des anciennes consoles, des anciennes générations. Certes, là, il y a eu le Covid en plus, et c'est ça qui a changé un peu la donne, j'en parlerai après. Mais ceci dit, les anciennes générations, il y avait au début moins de jeux qu'il y a eu durant la carrière, par exemple, de la PS4, la PS4 Pro, et même la Xbox One et Xbox One X. C'est arrivé par la suite, comme ça arrivera par la suite pour cette Xbox Series X et PS5.
Et n'oublions pas non plus le Covid, ça n'était pas prévu. Alors certes, le Covid, ça n'explique pas tout, hein, je vous le dis en toute franchise. C'est-à-dire qu'effectivement, la deuxième vague à partir de septembre, elle était prévisible, elle était prévue, et c'est pas elle qui a, on va dire, impacté fortement les entreprises. Ça a impacté les entreprises, mais beaucoup moins que la première. Parce que la première, quand elle est arrivée, à partir de janvier-février, et en mars chez nous, et ainsi de suite, eh bien, ça a impacté très très fortement parce que c'était une pandémie qu'on n'avait jamais vécue. Et donc les entreprises, elles ont dû faire face, elles ont dû s'adapter, ça a été un peu cafouillage au début, comme on dit, ça a eu quelques difficultés à mettre tout en place, en particulier des sociétés de développement de jeux par exemple, qui étaient habituées à travailler de concert et ensemble. Donc voilà, pour moi, non, elles ne pouvaient pas sortir plus tard, les consoles, il y a plein de raisons qui font que, industriellement, financièrement parlant, elles devaient sortir à ce moment-là, et ça a permis, croyez-moi, que les développeurs se lancent quand même pleinement sur ces machines, ils commencent à développer à fond dessus, et vous verrez, en 2022, il y aura plus de jeux, en 2023, encore plus, et ainsi de suite. Et vous verrez, durant la carrière de ces consoles, il y aura plein de jeux. D'ailleurs, entre parenthèses, vu ce que j'ai vu là, je peux vous dire que j'aurai du mal à jouer à tous les jeux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!